Bonsoir à tous. Nous allons donc prendre une petite heure pour réfléchir ensemble sur la vision du monde que nous fait découvrir le bardo Todol, et une réflexion pour comprendre en quoi est-ce que ceci peut nous être utile à nous en tant qu'occidentaux aujourd'hui par rapport à notre vie et par rapport à notre pratique quotidienne. Je ne vais pas faire développer exhaustif, je ne suis pas un spécialiste du bouddhisme tibétain, mais nous allons regarder tout le dispositif métaphysique proposé par le livre des morts tibétains, en essayant de comprendre les pistes de travail qui nous sont proposées. C'est en tant que philosophe, puisque Nouvelle Acropole est une école de philosophie, que nous allons donc porter ce regard en essayant de trouver des outils pour nous aujourd'hui. Une petite phrase de Montaigne qui va un peu dans le sens du texte que vous venez d'entendre, qui disait « Il n'est nulle place sur terre où la mort ne puisse nous trouver. Nous pouvons tourner sans cesse la tête, çà et là, comme en pays suspect, en quelque manière que l'on puisse se mettre à l'abri des coups. C'est folie d'y penser arriver. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau. Et aussi quand elle arrive, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable. Pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, ôtons-lui l'étrangeté. Pratiquons-la, accoutumons-la, n'ayant rien si souvent en tête que la mort, la préméditation de la mort et préméditation de la liberté, le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et de toute contrainte. La philosophie commence de manière évidente par la réflexion sur la mort. Depuis Platon jusqu'à Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et effectivement, il y a quelque chose qui se joue dans la relation que nous avons à la mort. Se construire, pour un homme, implique accepter de penser la mort de son vivant. La maturité que nous pouvons acquérir, la densité humaine qui sera la nôtre, notre profondeur, la maturité que nous pourrons apporter aux enjeux et aux crises auxquelles nous serons confrontés, seront fonction de notre capacité à intégrer la dimension de la mort au quotidien. Elle est partout, et pourtant, philosophiquement, socialement, nous ne la voyons plus. Il y a à peu près 600 000 personnes qui meurent en France chaque année, soit une toutes les minutes. Depuis que vous êtes assis, il y en a une quinzaine qui ont désincarné. Et pourtant, ceci est absent de notre champ social, et c'est quelque chose sur lequel il nous faut réfléchir. Pour ce texte du bardo Todol, il nous faut changer notre paradigme. Un paradigme, c'est pas simplement un repère, mais c'est un repère structurant qui nous fait voir le monde d'une certaine manière. Donc il faut changer le paradigme que nous avons de qu'est-ce que l'homme. Pour nous, quand je dis nous, c'est un nous sociologique, monsieur tout le monde aujourd'hui, nous avons une vision indifférenciée de l'homme, dans lequel il y a un corps, des pensées, des émotions, des actions, et tout ceci est mélangé sans que nous puissions les dissocier d'une quelconque manière. La vision traditionnelle considère que derrière ces amalgames, il y a une réalité intime, transcendante, plus profonde. Et, si on veut faire simple, qu'il existe à l'intérieur de nous 3 niveaux de réalité distincts. Le monde ordinaire, dans lequel nous sommes, et dans lequel nous captons la réalité à travers de l'espace-temps par nos sens.
il fait chaud, il fait froid, on entend des bruits, on entend des sons, on voit des lumières. Nous sommes dans un monde illusoire où la conscience est matérielle. Ici, la réalité se manifeste par la perception extérieure. C'est ce que nous pourrions appeler l'homme extérieur, celui à l'intérieur duquel nous sommes habitués à vivre, ce que les textes spirituels appellent l'ego. Il n'a ni fondement spirituel, ni transcendance, mais il s'agite au bruit du ressac de la marée de la vie. À l'autre extrémité, tout en haut, dans le plan de l'être, se trouve la réalité ultime de toute chose, un peu comme une lumière infinie. Et entre les deux se trouve le plan de l'intériorité, c'est-à-dire un monde dans lequel nous percevons les choses au travers de leur dimension symbolique. Nous ne sommes plus dans une approche conceptuelle ou raisonnable de la réalité, mais nous rentrons en contact avec des images qui, en résonance, nous parlent et nous transmettent quelque chose. Toute la réalité la plus essentielle à laquelle nous pouvons accéder est dans ce plan de l'homme intérieur et de la dimension symbolique. Ceci signifie que pour la vision tibétaine, comme pour beaucoup de sciences et cultures traditionnelles, le réel n'est pas un. Il y a différents niveaux de réalité. En fait, la réalité est fonction de l'état de conscience de celui qui la perçoit. C'est un autre changement de paradigme. Nous allons passer la même soirée ensemble, mais outre le fait que tout le monde ne comprendra pas la même chose, tout le monde ne ressentira pas la même chose et tout le monde ne vivra pas la même chose. Il y a donc différents plans à l'intérieur desquels chacun se situe. C'est la manière dont nous évoluons à l'intérieur de ces plans de conscience qui constitue la réalité. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de toucher, de voir, de sensible, ne correspond pas au réel, mais au concret. C'est-à-dire la dimension la plus dense des choses. La réalité qui nous habite, elle, est fonction de chacun, de sa propre évolution, de sa propre accélération ou décélération. Bardo, c'est dans Bardo Todol, Bardo, le mot Bardo, on va parler beaucoup des différents Bardos ce soir, veut dire simplement état intermédiaire entre deux états. Donc, nous allons découvrir ensemble les différents bardos post-mortem, c'est-à-dire ces différents états intermédiaires qui suivent la mort, mais le plus important est de comprendre que dans cette tradition, la vie elle-même est un bardo. C'est-à-dire, tous ces éléments sont transitoires et s'enchaînent les uns dans les autres. Ce que les orientaux appellent Maya, le monde de l'illusion, c'est-à-dire ce monde phénoménal à l'intérieur duquel nous sommes, les Tibétains l'appellent illusion avec apparence de réalité. Donc, ce que nous pensons être le réel n'est en fait constitué que de choses très concrètes auxquelles nous nous cognons, mais que nous habillons de nos fantasmes, de nos illusions et de nos projections. Et donc, il n'y a pas une réalité, mais autant de réalités qu'il y a de conscience. Ces enseignements du bouddhisme tibétain sont issus du maillage, si vous voulez, entre la vieille religion Bön, c'est-à-dire une religion chamanique, du culte de la nature, qui s'est mélangé, ce substrat, avec l'arrivée du bouddhisme au Tibet,
qui s'est fait entre le 6e et le 8e siècle, et qui va donner une focale très particulière, qui est celle d'essayer de garder tout le temps la conscience éveillée. L'idée de ces enseignements, c'est qu'il nous faut parvenir à être conscient dans la mort, et que pour rester conscient dans la mort, il nous faut être conscient dans la vie. Et que si nous voulons pouvoir amener dans ces états post-mortem un peu de réalité transcendante, il nous faut commencer à inscrire cette dimension-là dans notre vie visible et temporelle. Il n'y a rien que nous ne puissions faire lorsque la conscience aura quitté le corps, si nous n'avons pas été capables de construire le socle de ces états de conscience de notre vivant. Un de ces enseignements lamaïques, que j'ai trouvé très beau, dit « Tu dois comprendre qu'apprendre à mourir est une science très utile qui surpasse toutes les sciences. Qu'il faut mourir, tous le savent, mais tu rencontreras peu de gens qui eurent la sagesse d'apprendre à mourir. Apprends à mourir et tu apprendras à vivre, car qui n'a pas appris à mourir ne sera pas capable d'apprendre à vivre. » Donc, loin de toute morbidité aujourd'hui, dire que la qualité de notre vie dépendrait de la relation que nous avons à la mort serait malvenu par rapport au discours ambiant. Là, à contrario, nous allons considérer que c'est notre conscience de la mort, c'est-à-dire de l'invisible ou de ce qui transcende les phénomènes que nous allons croiser durant notre vie, qui va pouvoir éclairer les choix que nous voulons faire. La relation à la mort, comme je vous l'ai dit, fonde l'humain à tel point que lorsqu'un peuple ou une culture commence à prendre de la distance par rapport à la mort, qu'elle commence à la fuir, elle n'est pas simplement en train d'involuer, mais elle est en train de perdre un peu de son humanité. Cette conscience de la mort nous demande de gérer l'incertitude. C'est-à-dire qu'au quotidien, on n'est pas confronté tout le temps à la mort d'un proche ou à une réflexion sur notre propre mort, mais la mort, au fond, nous interroge sur ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel nous ne pouvons poser aucune certitude. Nous sommes obligés d'assumer un mystère. Et apparemment, ceci est tellement dérangeant qu'en grande partie, il est évacué. Saisir un mystère, se préoccuper d'un mystère, n'est pas quelque chose de simple, et ceci nous renvoie à la manière avec laquelle nous rentrons en contact avec les réalités. Il ne suffit pas, comme nous le disons, de dire « je pense à quelque chose ». Je m'explique. Nous considérons tous que pour marcher, il nous aura fallu aider l'enfant à apprendre à marcher, à faire ses pas. Et si nous voulons pratiquer le piano ou n'importe quel art, nous considérerons normal d'être enseigné. Par contre, par une espèce de tropisme un peu étonnant, nous pensons tous bien penser. Ce que ces enseignements nous disent, c'est qu'à l'intérieur même de notre mental, il y a différents plans, différentes formes de maturité, si je puis dire, dans l'activité mentale, que je vais rapidement évoquer pour que nous puissions nous situer. Le mental, à travers les âges de la vie de l'homme, de l'enfant jusqu'à l'adulte accompli, va passer par différentes étapes. La toute première est celle de ce que l'on appelle le mental papillon, quand les moindres phénomènes distraient la conscience. S'il y a des enseignants dans la salle,
vous saurez qu'il n'y a pas besoin de rester un tout petit enfant pour avoir un mental papillon, et que beaucoup de personnes ont une forte difficulté à se concentrer, le moindre bruit ou le moindre phénomène entraînant la conscience. Lorsque, après quelques années, l'âme prend davantage en main ses moyens, apparaît le mental de sensation, où cette fois-ci, les jeunes enfants portent tout à la bouche, touchent toutes choses, et curieux de tout ce qu'ils voient, bonsoir, puisque ce qui l'interpelle en priorité, ce sont ses sens. Et alors là, la compréhension des choses est fortement influencée par la dimension agréable ou désagréable du point de vue des sens de ce qu'est en train de vivre la personne. On est dans l'enfance théorique. À l'adolescence et la préadolescence, le mental cherche peu à peu à s'extraire de la confusion des états émotionnels, et aujourd'hui c'est quelque chose qui dure longtemps, et vous les reconnaîtrez au fait que la personne dit « oui, je sens que… » C'est-à-dire, la pensée ne se fonde pas, elle ne fait pas appel à des concepts, elle n'est pas analytique, elle n'est pas structurée. En fait, dans cette étape du mental de confusion, qui aujourd'hui est fréquent même chez les adultes, la pratique la plus courante, c'est de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Il est clair que la perception du mystère ou du bardo en fonction des états des consciences va avoir une influence forte en fonction de notre interface avec la réalité. Vient ensuite, au fur et à mesure que l'on arrive à l'âge adulte, l'apparition du mental cognitif, c'est-à-dire notre capacité à nous saisir des choses avec précision, netteté et rationalité. On peut les poser, les définir, les distinguer. Puisque si à l'étape supérieure, on veut faire des liens entre des images, comprendre comment est-ce que les choses se relient, on ne peut relier que des choses qui sont différenciées. Un mental analytique est capable de lire 3 pages d'un texte et ensuite d'en faire une synthèse, par exemple. C'est-à-dire de reprendre les 3 idées essentielles et de les développer par rapport à ses propres valeurs. Chose éminemment difficile aujourd'hui, vous pouvez croire l'enseignant Michelet. Donc là, on est dans les principales étapes du mental que nous connaissons. Mais ces vieux textes nous disent qu'il y a 3 étapes supérieures, et la 5e, et la première véritable étape importante, est celle du mental actif. C'est avec le mental actif que nous pouvons rentrer en contact avec une réalité plus stable, c'est-à-dire celle du plan de l'intériorité. Que veut dire le mental actif ? La capacité de concentration. C'est-à-dire regarder quelque chose et fixer son esprit dessus sans en être perturbé. Parce qu'on entend un bruit ou que ceci nous fait penser à autre chose, et sans que la ronde à l'intérieur de notre esprit se mette en route entre les différents sujets qui ont été évoqués analogiquement par cette idée. C'est une capacité de fixité que la concentration. Enfin, l'étape d'après n'est possible, et c'est pour qu'on se situe par rapport à tous ces enseignements et toute la vague orientale aujourd'hui qui parle de méditation. Enfin, nous arrivons au mental méditatif, qui est la 6e étape, et dans laquelle le faisceau lumineux s'élargit pour englober la réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méditation possible sans concentration et sans mental cognitif.
C'est juste pour qu'on comprenne l'absurdité totale d'aller faire une séance de méditation quand on n'est pas capable de faire ni une synthèse ni de se concentrer sur quelque chose. On fait dodo dans la conscience, mais ce n'est pas de la méditation. La méditation ne se pratique en Orient qu'avec des disciples qui parviennent à tenir leur mental et à qui on fait faire des exercices comme d'ouvrir un livre au hasard avec des sutras, de pointer les doigts dessus et d'avoir même mémorisé les 500 pages pour être capable de continuer le fil de l'enseignement. Pas comme un jeu de sages savants, mais de la même manière qu'un athlète est capable de faire des pompes ou de courir les 10 000 mètres parce qu'il maîtrise son corps physique, d'être capable de tenir le mental et que ce ne soit pas lui qui nous embarque. Voilà quel est le travail de la concentration préalable à la méditation. La méditation signifie donc élargir le faisceau pour que la conscience, sans se disperser, puisse tourner autour d'une même chose et l'englober sous tous ses aspects, sans se disperser. Enfin, la dernière étape, qu'on appelle le mental de transmutation, ou certains anthropologues de trans, veut dire simplement la contemplation. C'est-à-dire, le méditant est face au symbole qu'il contemple et il se l'incorpore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance sujet-objet, ils font un et il y a arrêt de l'activité mentale. Donc, voilà de quoi nous sommes en train de parler, de cette graduation à l'intérieur de nous-mêmes que nous vivons modestement à notre mesure tous les jours. C'est Edgar Morin qui avait forgé ce concept très joli de dire que l'homme n'était pas simplement Homo sapiens, mais qui était Homo sapiens démens, c'est-à-dire sage et fou. Et dans la même journée, nous pouvons être éminemment dispersés, le mental confus et enfumé, et à un autre moment de la journée, avoir le mental extrêmement précis et nous mettre sur la pointe des pieds. Donc, ce qui est important à comprendre n'est pas ce que sont les choses en elles-mêmes, mais nous, à quel niveau nous nous situons à l'intérieur de nous-mêmes pour appréhender la réalité. Puisque les trois bardeaux que nous allons voir sont donc en rapport avec ces trois niveaux de l'homme et ces trois niveaux du réel dont je vous parlais tout à l'heure, puisque tous ces enseignements sont en train de nous proposer une forme d'identité, d'homothétie, les anciens auraient dit microcosme ou macrocosme, entre l'homme et l'univers. C'est-à-dire que ces états qui existent à l'intérieur de l'homme sont les mêmes plans de conscience qui existent à l'intérieur de l'univers. Et s'il nous est, avant la libération, éminemment difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir accès à la réalité ultime à l'intérieur de nous-mêmes en tant que lumière spirituelle, nous pouvons néanmoins accéder à l'intérieur de nous, à ce plan de l'intériorité dans lequel le réel se présente en tant que symbole. C'est-à-dire que je peux vivre la réalité en étant agité, perturbé par ce qui est en train de se passer avec la conscience qui soit collée au phénomène, vous comprenez ? Ou je peux vivre quelque chose en étant intérieurement conscient d'une réalité symbolique et conscient de cette réalité symbolique passer à travers le monde visible et le monde des phénomènes. Dans un cas, je n'ai pas de conscience propre et je suis agité, tournoulé par ce que je suis en train de vivre. Dans l'autre, je suis conscient du penseur en moi, je suis celui qui est et je vois ce que celui qui est en train de percevoir. On est deux, on n'est plus un. La conscience a réussi à se détacher. Donc, la mort, dans ces enseignements, est le grand moment du désordre et de la désagrégation, puisque toutes les composantes de ce qui faisait notre personnalité vont se dissoudre. Et c'est un petit peu comme s'il y avait une explosion, comme au lancement, comme aux mises à feu d'une fusée,
Et ceci va libérer une énergie extraordinaire. Cette énergie extraordinaire va amener la conscience au plus haut d'elle-même. Et elle va être confrontée à cette lumière infinie qui est en fait la racine même de l'être. Et en fait, tout ce qui va suivre, à chaque fois, c'est le même scénario qui va se présenter. Soit la conscience se reconnaît devant ce à quoi elle est confrontée, elle dit oui, ces apparitions, cette lumière, tout ce qui se manifeste, c'est la structure intime de ce que je suis et en même temps la structure intime de l'univers. Soit ceci l'affole, lui fait peur, elle se replie, quitte cette réalité et descend à chaque fois un étage en dessous jusqu'à arriver à la fin au bardeau du devenir qui la précipitera dans une nouvelle incarnation. Donc ce que nous allons regarder ensemble, ce sont ces différents bardeaux. Le premier, comme je vous le disais, c'est donc le bardeau naturel de cette vie, c'est-à-dire cette vie quotidienne que nous sommes en train de partager est un monde impermanent et éphémère. Le socle de tous ces enseignements est une proposition pour accepter la dimension impermanente de l'espace-temps dans lequel nous pouvons nous accrocher à rien, puisque la seule certitude que nous pouvons avoir est que nous allons mourir. Les bardeaux ou Shikai bardeau. On l'appelle le bardeau douloureux du moment de la mort, état d'intermédiaire ou d'incertitude au moment de la mort, et qui dure à peu près une quarantaine de minutes, 20 minutes à peu près lorsque les premiers signes commencent à se manifester, jusqu'à l'extinction complète de la vie physique, 20 minutes après la mort. Il se situe entre le moment où nous entrons dans les affres de l'agonie jusqu'au moment où il y a cessation du souffle interne. Le texte du Bardo Todol dit « Quand la respiration est sur le point de cesser, il faut prononcer ces paroles. Ô noble fils, et là on prononce le nom de celui qui est en train de partir, le temps est venu pour toi de chercher le sentier. Ton souffle va cesser. Ton gourou t'a placé face à la claire lumière, et maintenant tu vas la connaître dans sa réalité, dans l'état de Bardo où toutes choses sont comme le ciel, vide et sans nuages, et où l'intelligence nue et sans tache est comme une vacuité, transparente, sans circonférence ni centre. À ce moment, connais-toi toi-même et demeure dans cet état. Ça, ce sont les paroles qui sont adressées par l'officiant aux défunts. C'est à ce moment-là qu'apparaît la claire lumière primordiale, c'est-à-dire la possibilité pour la conscience d'être confrontée au plus haut d'elle-même. Et si le mort n'est pas capable de reconnaître cette lumière, qu'elle l'effraie, ou qu'il s'agite, il va chuter dans les aspects intérieurs et dans les autres bardeaux. Ce bardeau se déroule en deux phases. Tout d'abord, en rapport avec les circonstances de la mort, les 4 éléments à l'intérieur de nous se défont. Ce sont les signes cliniques de la mort qui sont en rapport avec des états intérieurs du mourant. Je vais vous les lire. En lien avec la terre, les forces déclinent, le teint est blême, le défunt, celui qui va partir, est atteint d'une somnolence de plus en plus forte, il lui est difficile de rester les yeux ouverts. C'est l'élément terre qui est en train de se défaire. Puis, l'élément eau, il y a perte du contrôle des fluides, du nez, de la bouche, des yeux, incontinence. La personne a l'impression de se noyer et l'odeur de la mort apparaît. En rapport avec le feu,
dessèchement des muqueuses, de la bouche et du nez. La chaleur s'en va des extrémités et reflue vers le cœur. L'esprit, lui, commence à s'agiter entre des moments de clarté et des moments de grande confusion. Et l'air, il devient difficile de respirer, la respiration devient rauque, les yeux se révulsent, tout devient indistinct, et le défunt a la sensation d'un grand vent qui balaye tout. Il y a 3 respirations, puis une grande expiration qui est la mort clinique. Voilà les phénomènes tels qu'ils sont décrits quasi scientifiquement par le bardo Todol. À l'intérieur de la conscience, un mécanisme puissant se met en route. Puisque ce qui va se passer dans cette étape, c'est la dissolution des pensées et des émotions qui ont constitué la personne que nous étions dans cette vie. Et lorsque nous allons reprendre conscience de cette dissolution, c'est à ce moment qu'apparaît la claire lumière primordiale. À ce moment-là, il y a 2 choses qui comptent par rapport à notre préparation. Tout ce que nous avons vécu ou compris durant notre vie, c'est ce que nous avons réussi à solidifier, à nous incorporer en tant qu'état de conscience. Et la deuxième chose, l'état dans lequel est le défunt dans le moment donné. C'est-à-dire, quel est son état de conscience dans ce moment du mourir. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter qu'il y ait des gens qui se lamentent bruyamment ou autres, qui perturbent la conscience de celui qui est en train de partir, qui doit essayer de rassembler ses forces pour rester au maximum conscient. Donc, l'état idéal, disent les textes de ce moment-là, est de se sentir dans un état de dépossession, tant intérieur qu'extérieur, et de ne chercher de s'accrocher à rien, puisque justement nous sommes en train de lâcher toute chose et que nos sens même se dissolvent. C'est justement parce que tout ce qui constituait notre ego est en train de fondre comme de la cire, que cette claire lumière qui était cachée par tous les constituants de nous-mêmes commence à apparaître. La majorité d'entre nous n'ayant pas été entraînés à cette pratique, ne reconnaîtront pas cette claire lumière primordiale et passent alors dans le second bardo, ou Chionide bardo. Là, il va être confronté également à 4 étapes. Le texte, l'officiant, s'adresse à celui qui part et lui dit « Ô noble fils, ce que l'on appelle la mort est venu maintenant pour toi. Tu quittes ce monde, mais tu n'es pas le seul. La mort vient pour tous. Ne reste pas attaché à cette vie par sentiment et par faiblesse. » Et le défunt, à partir de là, va expérimenter un certain nombre de visions qui vont se succéder, mais dont l'idée essentielle, c'est que tout ce qui apparaît sous les yeux de sa conscience n'est pas un spectacle extérieur, mais la projection de choses qui sont à l'intérieur de lui-même. La première chose qui va apparaître est la luminosité. L'espace se dissout et le défunt possède un corps de lumière. Il voit toute chose au travers de son lumière et couleur, et l'expérience qui est la sienne est de percevoir toutes ces lumières comme étant le déploiement de sa propre pensée. Dans la seconde étape, peut-être la plus connue et d'où sont venues ces images que nous avons mises sur l'affiche, vont apparaître des divinités bienveillantes et farouches.
C'est-à-dire que dans un premier temps, tout ceci est lié, est le propre de la culture tibétaine, mais ce sont les projections que nous nous sommes incorporées durant notre vie. C'est-à-dire que pour un judéo-chrétien ou un occidental, apparaîtront à ce moment-là pour lui des formes bienveillantes et positives, mais qui sont tellement effrayantes, parce que magnifiques, de splendeur et des lumières, etc., que ne les reconnaissant pas et les fuyant, celles-ci se transforment dans leur opposé et deviennent des divinités farouches, qui sont en fait toutes les terreurs de la conscience face au refus, disent les textes, de l'état de Bouddha à l'intérieur de soi-même. Je vais lire un texte qui est fort et qui parle des divinités buveuses de sang qui apparaissent à ce moment-là. Ô noble fils, le grand glorieux Bouddha Heruka, de couleur brun foncé, avec 3 têtes, 6 mains et 4 pieds, solidement appuyé, sa face de droite blanche, celle de gauche rouge et celle du centre brun foncé, son corps émettant des flammes brillantes, ses 9 yeux grands ouverts d'une fixité terrifiante, ses sourcils tremblants comme l'éclair, ses dents découvertes, serrées et brillantes, proferant des cris sonores et des sifflements perçants, ses cheveux jaunes roux dressés émettant des rayons, ses têtes ornées de crânes humains séchés, de serpents noirs et de têtes humaines fraîchement découpées. Et il y en a, ce sont des descriptions d'horreur, mais qui ne sont, comme le dit le texte plus tard, que les simples fantasmes horribles de la conscience face à la peur de sa propre transcendance. Ensuite, vient une autre étape que l'on appelle sagesse, dans laquelle l'univers et toutes choses apparaissent comme une espèce de déploiement. C'est-à-dire, dans une vision, le défunt a d'un seul coup d'œil d'un seul la vision de l'ensemble de l'univers manifesté et de tous les plans de la réalité. La vision est d'une beauté à couper le souffle, mais là encore, s'il ne se reconnaît pas dedans, il va passer dans l'état inférieur. Et là vont apparaître des formes géométriques, des mandalas, c'est-à-dire en fait la représentation des structures de l'univers. La conscience est confrontée aux archétypes de la création du monde. Elle n'a pas su se reconnaître dans la claire lumière primordiale, mais elle a l'opportunité de se réincorporer à l'ordre du monde. Voilà ce qui se joue à ce moment-là. Mais, une fois encore, si le défunt s'effraie et ne se reconnaît pas à l'intérieur de cette projection, il va chuter dans un état inférieur et tomber dans le Sipa Bardo. Le Sipa Bardo, nous l'appelons le bardo du devenir. Sipa ou Sitpa, la transcription signifie possibilité. Là, nous quittons le plan des archétypes pour rentrer de nouveau dans le monde du devenir qui va rapprocher la conscience du samsara dans lequel elle va replonger. Le défunt possède dans cet état un corps, mais un corps mental. Il n'a plus de réalité physique, mais néanmoins, il voit ses proches, il est attiré par leurs pleurs, il commence de nouveau à désirer ressentir, mais il n'a plus d'organes, des sens pour ressentir. Il est en mouvement, et les textes disent poussé par les vents karmiques, c'est-à-dire par le karma, c'est-à-dire par le résultat des actions antérieures qu'il a lui-même menées. C'est là où va apparaître
la confrontation, dans certaines étapes, avec Yama, le dieu de la mort, et dans lesquelles des projections issues du défunt vont compter avec des pierres blanches et des pierres noires, comme un jugement, une scène de jugement de la conscience, les actes qui ont été ceux du défunt dans cette vie. Yama, le dieu de la mort, se manifeste aux hommes dès leur vivant. Et la question qui est posée à ce moment du périple de la conscience, c'est, durant ta vie, est-ce que tu as vu les messagers de Yama? C'est-à-dire la souffrance, la mort, ceux qui sont dans le doute et dans l'anxiété, ceux qui sont torturés par la douleur. Comment as-tu agi? Comment as-tu intégré cette réalité? As-tu tourné la tête pour continuer à vivre comme si de rien n'était? Ou au contraire, as-tu intégré cette réalité pour changer ton propre parcours dans l'existence? Voilà les questions qui se posent à ce moment, puisque ne pas voir les messagers des Yamas, c'est agir avec égoïsme et séparativité. Là, apparaîtront comme issus du jugement les tortures du défunt qui ne sont rien d'autre que le symbole des souffrances de sa conscience par rapport à ses actes. Le texte dit « Ces souffrances répétées te causeront une douleur et une torture intense. Même au moment où les cailloux seront comptés, ne sois pas effrayé, ni terrifié. Ne mens pas, et ne crains pas le Seigneur de la mort. Ton corps étant un corps mental, c'est-à-dire ta réalité ultime étant mentale, est incapable de mourir, même décapité ou dépecé. En réalité, ton corps est de la nature du vide. Tu n'as pas besoin de craindre. Les seigneurs de la mort sont tes propres hallucinations. Voilà ce qu'enseigne les Bardo Todol, et il poursuit. Ton corps est un corps de tendance et de vide. Le vide ne peut blesser le vide. Ce qui est sans qualité ne peut blesser ce qui est sans qualité. Et viennent les enseignements essentiels. En dehors de ces hallucinations personnelles, il n'existe en vérité nulle chose au dehors de soi-même, tel que Seigneur de la mort, Dieu, démon, esprit de la mort, agit de telle sorte que tu reconnaisses cela. Tout ceci ne sont qu'hallucinations. Dans cette dernière étape, encore une fois, même si c'est des manières plus puissantes et plus sensibles, le défunt est confronté aux projections de sa propre conscience. Et c'est là où se situe l'intérêt de cet enseignement, pas de faire une étude exotique du lamaïsme tibétain, mais de comprendre que le réel est le fruit des projections de notre conscience. Et que donc il nous appartient de garder une distance par rapport à nous-mêmes pour devenir conscient de notre propre fonctionnement mental, de nos propres projections. Pour que ça soit moins plus long, une projection, c'est quand on dit « j'aime pas, ça me gonfle, ça me plaît, c'est bien, c'est pas bien, c'est court, c'est long ». Quelque chose est-il court ou long? Les choses sont courtes ou longues en fonction de l'intérêt que nous avons, c'est-à-dire en fonction de nos goûts et de nos dégoûts. Tout ceci n'est que projection. Les réalités dans lesquelles nous sommes en train de vivre est donc en immense partie construite par notre psychisme. Pouvoir incorporer ces enseignements pour nous dans une dimension pratique, c'est apprendre à vivre dans ce bardeau de l'existence quotidienne en apprenant à monter notre conscience dans le plan de l'intériorité. C'est-à-dire en acceptant de travailler avec l'homme intérieur en nous.
L'homme intérieur n'est pas l'envers de l'homme extérieur. Donc c'est pas, je vais au travail, j'ai des sensations et j'ai des perceptions, et l'homme intérieur, ça serait ce que j'ai ressenti de ce qui s'est passé aujourd'hui au boulot. Non. L'homme intérieur, c'est ce qui est en moi et qui est invariable et invariant. Déjà, quels que soient les âges de ma vie, c'est-à-dire ceci était présent en moi lorsque j'étais jeune et est présent de manière invariable aujourd'hui. Et ensuite, cette réalité ne varie pas, quelles que soient les circonstances que je traverse. Il y a une dimension en nous qui est stable et qui n'est pas atteinte par les phénomènes et les circonstances. Le premier entraînement pratique que nous pouvons faire dans la lignée du bardo Todon, c'est d'apprendre à situer notre conscience en profondeur pour ne pas perdre notre centre, quelles que soient les circonstances que nous traversons. C'est-à-dire que la première pratique la plus accessible qui prépare à ces enseignements par rapport au bardo du devenir dans la mort, c'est la pratique de la stabilité dans la vie. Et ce qui permet la stabilité psychique et mentale dans cette existence est le fait de pouvoir rester en connexion avec notre propre centre, c'est-à-dire avec ce qui en nous ne bouge pas. Enfin, lorsque cette période s'épuise, nous rentrerons dans la dernière étape, qui est celle de la renaissance. Le désir d'un corps grandit de plus en plus à l'intérieur de la conscience et elle est attirée par des couleurs et par des sons, et cette attirance l'amènera irrésistiblement à redescendre dans une nouvelle matrice, c'est-à-dire dans une nouvelle incarnation. Tous ces enseignements, et donc reprenant là la roue du samsara et la roue du devenir, puisque la conscience est passée par chacune des différentes étapes et qu'à chaque fois elle a échoué à se reconnaître, que ce soit dans la lumière primordiale, dans les structures archétypales de l'univers, dans les divinités bienveillantes, c'est-à-dire dans l'esprit du Bouddha primordial qui est à l'intérieur de chacun. Et à chaque fois, elle a pris peur parce que ses habitudes mentales et ses réflexes construits pendant la vie entière ne lui ont pas permis de reconnaître cette autre réalité. C'est pour ça que la pratique qui mène à reconnaître cette autre réalité de l'autre côté, lorsque la conscience sort du corps, est d'apprendre à la reconnaître de notre vivant lorsque la conscience est à l'intérieur du monde de l'incarnation. C'est donc une opportunité dans cette clé qu'a la conscience à chaque fois de réintégrer l'unité. Le changement de paradigme qui nous est proposé au travers de ces enseignements, c'est de considérer la mort non comme une souffrance, mais comme une opportunité de nous replonger dans l'unité. Si nous ne sommes pas trop agités et que nous sommes capables de reconnaître cette opportunité pour ce qu'elle est. Ceci est des plus difficiles aujourd'hui, l'absence d'entraînement étant totale. La plupart des gens vont passer dans le moment de la mort, dans une espèce de semi-inconscience et agitation. C'est pour ça que je vous ai présenté les différents états du mental, puisqu'il est évident qu'il est impossible d'être concentré dans le moment de la mort sur les enseignements que nous avons eus et qui nous permettent de situer où se situe la réalité, si de notre vivant, nous n'arrivons pas à sortir de la confusion. Il faut déjà construire le connaisseur, comme disent ces textes, c'est-à-dire notre mental, de manière à chasser de lui la confusion
arriver à l'ordonner, les stabiliser, le concentrer, pour que peu à peu, nous puissions devenir conscients de nos habitudes mentales, prendre de la distance par rapport à nos projections et arrêter de qualifier toute chose. Vous ferez l'exercice, vous verrez, c'est assez difficile de vivre quelque chose et de dire de manière neutre « il s'est passé cela » sans immédiatement rajouter dessus le sentiment que nous avons par rapport à cela. Mais le problème, c'est que le sentiment en appelle un autre, et la dispersion grandit, la confusion aussi, et la conscience repart dans le maelstrom. Donc, ces cycles d'incarnation sont opportunités de réintégration de l'unité si nous nous y préparons. Et c'est un peu l'enseignement de cette pratique, c'est-à-dire voir comment est-ce que nous pouvons réintégrer une conscience de notre propre centre durant cette vie, afin de pouvoir reconnaître, lorsque nous passons de l'autre côté du monde, ce qui sont nos propres peurs et nos propres agitations, et ce qui correspond à notre propre réalité. Si la seule chose que nous connaissons de notre mental est l'agitation et la confusion, si nous n'arrivons pas dans cette vie à rentrer en contact avec une réalité symbolique, nous ne pourrons pas faire ce même travail dans l'au-delà. Toutes les choses essentielles ne peuvent se comprendre que de manière symbolique. La mort, dans toutes les traditions, va être représentée. Mais ce que l'on va représenter n'est pas la mort physique ou clinique, c'est une image symbole de la mort. Pareil pour l'amour. Vous comprenez, toute chose essentielle n'a une médiation avec notre âme et notre conscience que par le biais de la médiation symbolique, qui est la seule à pouvoir embrasser la réalité des choses qui est contradictoire. Est-ce que le feu, c'est bon? Ah oui, ça réchauffe et ça brûle en même temps. Est-ce que l'eau, c'est bien? Oui, si on a soif, mais si on se noie, c'est moins intéressant. Donc, toute chose possède une dimension contradictoire dans ce vocabulaire et dans ce langage symbolique, et nous devons apprendre à rentrer en contact avec l'essentiel à l'intérieur de nous-mêmes par la voie symbolique de notre vivant, en accordant moins d'importance aux phénomènes qui nous agitent et davantage aux symboles qui nous permettent de retrouver notre centre. Si on voulait le dire d'une manière simple, nous avons tous passé des moments dans cette vie dans lesquels nous étions extraordinairement centrés. Chacun se rappelle un moment où sa conscience était très belle, très élevée, très pure, parce qu'il s'était passé quelque chose de très beau ou de très douloureux, mais où chacun était au sommet de lui-même. Ça va ? Notre préjugé aujourd'hui est de penser que cet état de conscience est lié à un moment de notre vie. Oui, s'était passé ça, c'est parce qu'il y avait la lumière comme ça, j'avais entendu telle parole, senti telle odeur. Et en fait, ce que ces enseignements nous disent, c'est que cet état de conscience est un espace à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas un temps dans la chronologie de notre histoire, c'est un espace qui est au centre de nous-mêmes. Ce point dans lequel nous nous sentions au plus haut de nous-mêmes est en fait notre propre centre. Et il suffit de réutiliser les images et les symboles qui y sont associés pour faire le chemin et revenir vers notre centre. C'est cela ce que veut dire ce plan de l'intériorité dans lequel le réel se manifeste par des symboles. Puisque dans ce monde-là, le temps ne s'écoule pas de la même manière que dans le monde de l'usure et de l'espace-temps dans lequel nous vivons au quotidien. La question
que nous pourrions nous poser, mais c'est comment allons-nous vivre ce moment de la mort? Qu'allons-nous ressentir dans ce moment de la mort? Et ces vieux textes sont absolument catégoriques. Ce que nous vivrons dans le moment de la mort, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui capables d'être concentrés, nous aurons, une fois désincarnés, la même possibilité de chasser le brouillard pour accéder à une réalité supérieure. Si, de notre vivant dans ce monde manifesté, nous oscillons dans les plans inférieurs du mental papillon, sensation, dans la confusion, et en étant, si on veut le dire plus simplement, dans un monde d'opinions non fondées, nous ne parviendrons pas, lorsque la conscience sortira du corps, à reconnaître les illusions pour pouvoir, derrière ces illusions, nous identifier aux structures du monde telles qu'elles nous seront présentées. Ces enseignements sont donc une exhortation à la pratique et la conscience et de la concentration pour gagner stabilité dans ce moment de la vie et de l'incarnation, de manière à pouvoir le garder dans l'autre côté du monde. Ce que je vous propose pour clôturer, il nous reste une dizaine de minutes, c'est de vous retourner et de vous mettre par quatre pour échanger ensemble. Déjà, apprendre à se connaître et sortir de nos propres habitudes de comportement est toujours utile. Et ensuite, de voir si vous avez des questions ou des reformulations. Comme ça, je ferai passer le micro pour que chaque groupe puisse s'exprimer. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Si vous voulez bien vous mettre un petit mot. De l'autre côté, est fonction du bric-à-brac qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Dans les NDE, Near Death Experiment, les expériences après la mort, il va y avoir la claire lumière primordiale. Et au bout du tunnel avec la claire lumière primordiale, qu'est-ce que voient les gens? Ceux qui sont bouddhistes, un Bouddha, ceux qui sont chrétiens, un Christ, certains voient une personne aimée qui pourrait les symboles de sagesse. Tout ce monde-là, nous sommes en train de parler de structures archétypales dans lesquelles s'incruste à l'intérieur notre sensibilité telle qu'elle s'est construite dans l'incarnation. Donc, si pour quelqu'un la forme animale symbolisait telle chose de son vivant, il va en retrouver plein de l'autre côté. Parce que ces éléments-là n'ont pas des réalités objectives. On n'est pas comme en train de dire une table, un mur, on est en train de parler d'éléments qui sont d'ordre mentaux. Donc, ce sont des projections de notre propre esprit. Donc, il n'y a pas de... Là, on parle vraiment d'un parcours de la conscience dans le monde humain. Faites passer le micro derrière. Bonsoir. Est-ce qu'il existe des analogies avec le livre des morts égyptiens? Oui. Je vous conseille d'ailleurs, si vous connaissez cet ouvrage qui a beaucoup servi, parce que j'ai accompagné beaucoup de monde avec, et qui est une petite synthèse des textes originaux sans commentaire particulier, avec le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains. Le point commun, c'est l'idée qu'il existe des structures archétypales. Archétypales, ça vient du grec archéos, typos, les premiers modèles. Les modèles qui donnent l'ordre du monde. Et du monde comme un macrocosmos, c'est un grand univers ordonné. Et en fait, ce qu'il s'agit à la petite conscience de l'être humain, c'est de faire son parcours pour trouver sa place à l'intérieur de ce grand ordre du monde. Voilà ce qu'on peut dire comme chaîne principale qu'on va retrouver d'un point de vue anthropologique, c'est retrouver notre place, soit par exemple en s'identifiant au soleil à l'intérieur du parcours de Ra dans les 12 heures de la nuit par rapport au livre des morts égyptiens, c'est toujours, nous cessons d'être une conscience singulière et particulière pour devenir une conscience qui se confronte à l'ordre du monde et voir si elle peut, se défaire de ses attachements par rapport aux singularités pour s'incorporer à un tout plus vaste. C'est ça l'idée essentielle de ces enseignements. Faites passer le micro dans ça.
Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez de votre pratique. Oui. De quel enseignement vous la tirez? Et savoir s'il y a une lignée derrière. Oui. Nous sommes une école de philosophie pratique. Nouvelle Acropole se définit comme une école de philosophie pratique. Et il y a un universitaire qui s'appelle Pierre Hadot, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui a rafraîchi l'idée de la philosophie par rapport au monde d'aujourd'hui en expliquant que toutes les écoles de philosophie de l'Antiquité étaient d'abord des voies de pratique, puisqu'on reconnaissait le philosophe par rapport à son comportement face à l'adversité et pas par rapport à telle ou telle théorie sur les choses, et que c'est que très récemment, aujourd'hui, qu'on est venu à une idée du philosophe comme l'intello de service, pour appeler un chat, et il disait, il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignants en philosophie, ou d'élèves ou d'étudiants en philosophie, mais très peu de philosophes. Donc, notre ligne de travail dans laquelle je me tiens est celle de la philosophie pratique, c'est-à-dire d'apprendre à se concentrer, d'être capable de conceptualiser, de raisonner, de relier les choses entre elles, mais de considérer qu'il y a un sommet, c'est de parvenir non pas à la spéculation, mais au calme mental. Ce qui m'a été enseigné par mon maître depuis que je suis tout jeune, le maître de philosophie me disait toujours, Thierry, tu dois parvenir, lorsque tu as cessé ton activité ou ta réflexion sur quelque chose, à ne penser à rien. Le but, c'est pas d'être en train d'être agité, mais de pouvoir te saisir de ta pensée comme tu le ferais de ta main, c'est-à-dire de l'instrumentaliser de manière opérationnelle. J'attrape quelque chose avec ma main, et ensuite elle ne s'agite pas frénétiquement, ma main. Le but, dans cette ligne de travail, c'est de faire pareil avec la pensée. Je me sers de la pensée pour quelque chose, et ensuite, normalement, nous devons apprendre à la poser. Donc, la pratique, elle est toute simple. C'est, vous marchez d'un point à un autre pour aller chercher votre voiture, et vous vous concentrez sur votre souffle, et vous essayez d'empêcher, petit à petit, simplement, le petit vélo de tourner dans la tête, pour ne pas s'identifier au jugement que nous posons sur les choses, mais s'identifier à celui qui est à l'intérieur de nous, sans grande spéculation, sans grand discours, simplement pour aller vers davantage de simplicité. Voilà. Et le but de cette pratique? Le but de cette pratique, je pense l'avoir expliqué, c'est de pouvoir rester stable. Ouais. Rester stable dans l'adversité, rester stable face à la mort, et rester stable de manière ultime dans le monde du mourir. Ça m'a beaucoup impacté quand j'avais 20 ans. Il m'a dit, tu sais, on voit quelqu'un une fois qu'il est mort. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il faut voir comment il meurt. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup calmé. Pour dire, bon, mais ok, il faut juste que j'essaie d'utiliser le maximum d'opportunités pour me concentrer. D'autres... Vous parlez de concentration. Oui. Alors, moi, j'ai lu plusieurs choses là-dessus, plusieurs écoles, j'ai l'impression. Et il y en a qui disent qu'il faut laisser les pensées cheminer et ne pas les retenir, donc les laisser venir et repartir. Et d'autres qui disent qu'il faut faire le calme, le vide. Qu'est-ce que vous préconisez? Vous êtes déjà en train de parler de méditation. Oui, je parle de concentration. Enfin, non, vous parlez de différence. Alors, dites-moi, alors, donnez-moi. Ça, c'est justement ce que j'essaie d'expliquer par rapport au fait de sauter une marche. Ce sont déjà des pratiques méditatives pour essayer d'obtenir le blanc mental, le calme, pour que les idées ne nous agressent pas, etc. etc. L'enseignement interne de cette ligne de travail, c'est qu'on ne peut pas se détacher de quelque chose qu'on ne possède pas. C'est comme les hippies des années 70 qui voulaient se détacher du monde de travail sans jamais avoir bossé, quoi. L'idée du détachement dans la vision orientale, c'est que je m'applique dans quelque chose, et parce que je le maîtrise et que j'étais capable d'en voir le bout, je me détache. Parce que la vie n'est pas de travail. Mais par contre, il faut que j'ai été capable d'assumer de travailler. Je dois assumer de rencontrer, quand il y a la dimension affective des choses, de m'unir à l'autre, etc. Mais pas comme une finalité.
Mais si je me dis que je me détache de la sexualité ou de la sensualité sans jamais y avoir touché, il va y avoir plus de risque de répression qu'autre chose. Donc, je dois me détacher du mental pour parvenir dans la méditation au blanc mental dont vous parlez. Mais si je ne suis pas capable de me concentrer, si je ne suis pas capable de raisonner, si je ne suis pas capable d'organiser mon mental, le risque, c'est que tout ça va amener de la purée. Ça va être un océan de confusion, surposant, on est un peu dans le noir, il y a une odeur d'encens, ça fait pas mal. Mais la réalité de la méditation n'est pas ça. Il faut d'abord que nous apprenions à structurer notre mental, à l'organiser, à pouvoir donner une définition, à pouvoir relier les choses clairement entre elles, et dans le même temps, et ensuite, comprendre que ceci n'est qu'une marche et n'a intérêt que relatif. Mais je ne peux pas me détacher du mental si je ne maîtrise pas le mental. Il faut déjà que j'apprenne à y tenir. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vaste marché aujourd'hui de la méditation, mais qui repose sur une part de supercherie, puisque d'abord, il faut apprendre à l'individu à se concentrer. Et le monde dans lequel nous vivons, comment dire, nous propose une chute dramatique de la concentration. Ça fait 30 ans que j'enseigne, je vois bien que la capacité de l'auditoire à retenir n'a rien à voir. Il y a 30 ans, lorsqu'il n'y avait pas Internet, je faisais un cours sans tableau avec différents points, les gens notaient, posaient des questions par rapport au deuxième point, par rapport au troisième point, et je ne mets pas de tableau aujourd'hui, et là je fais 50 minutes pour que ça soit court. Oh, vous êtes un peu vite. C'est le même public, tout venant, je ne sais pas comment, c'est pas une élite particulière. La capacité de concentration par rapport aux outils numériques et par rapport aux formes de travail aujourd'hui a chuté. Et donc, il faut apprendre à se concentrer sur quelque chose. C'est-à-dire, je pense à quelque chose, je ne pense pas à autre chose. Donc, il faut déjà tenir le mental, c'est-à-dire apprendre 5 lignes de texte. J'ai trouvé joli le fait que quelqu'un puisse au début nous lire quelques textes qu'il avait appris par cœur, mais ça faisait partie, on me posait la question des exercices de l'école de philosophie pratique, c'était quelqu'un qui faisait un exercice, parce qu'il a dû assumer de voir ses émotions avec 40 personnes en face de lui qu'il ne connaît pas, et garder la conscience mentale des choses. C'est très simple, il faut déjà qu'on reste stable quand on ressent des choses. Si déjà ici, dans le monde de la manifestation, je ne peux pas garder mon mental clair quand poum 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 poum, j'ai un peu peur parce que je ne connais pas l'environnement, vous imaginez au moment de désincarner ? C'est pas la peine. Donc il faut déjà se tailler des petites marches pour rester calme ici, quoi. Il y avait des groupes dans le fond qui n'ont pas parlé ? Ouais, une dernière. Hop. Et comment vous vous placez face à l'affection, à l'affection psychique, quoi. Je veux dire, la psychose, par exemple, tout ça, parce que là, vous parlez d'un mental qui serait performant et très, voilà, quoi, stable, comme vous dites, quoi, mais face à une affection, face à la psychose, par exemple, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a un mental déjà perturbé, parce que son mental est perturbé par le monde qui l'agresse autour de lui? Comment vous vous placez par rapport à ça? Là, on ne parle pas de voie de thérapie. Il y a deux choses. Il y a la relation à notre monde, la relation entre le monde émotionnel et le monde mental. Après, je viens à la psychose. C'est très clair que nous allons ressentir des tas de choses. Okay ? La base de la démarche philosophique, c'est de considérer que ce n'est pas parce que quelque chose est agréable que c'est valable, ni parce que quelque chose est désagréable que ce n'est pas valable. Lorsqu'on arrive là, et c'est ce qui est en train de se produire petit à petit, ça mène à quelque chose, ça s'appelle la barbarie. Quand je commence à considérer que les choses valables sont celles qui sont agréables, et que les choses désagréables sont à proscrire, il n'y a plus aucune force morale, il n'y a plus aucune stabilité face à l'adversité, et on sombre tranquillement dans la barbarie. Donc ce que nous devons faire, c'est garder nos critères pour pouvoir rester stable, indépendamment de ce que nous ressentons, puisque nous savons
que ce que nous ressentons n'est pas discriminant. Ça peut être très agréable et totalement faux, et violemment désagréable et totalement juste. L'intersection entre ce que nous ressentons et ce que nous comprenons, ou ce qui est valable, est ensemble vide. Donc ça, c'est un changement de paradigme important. Enfin, si quelqu'un, d'un point de vue pathologique, est affecté parce qu'il se sent agressé, alors, de manière évidente, ces schémas qui sont celles d'une conscience qui se structure pour progresser dans les plans spirituels risquent de perturber plus qu'autre chose. Et quelles que soient les approches thérapeutiques, il va falloir essayer de l'apaiser au travers de l'approche thérapeutique qu'on voudra, mais en aucun cas, si déjà la perception du réel et que le mental est distordu par les souffrances, tout ceci va être déformé, amplifié et apportera des souffrances encore plus importantes. C'est un parcours pour ceux qui veulent transcender les souffrances parce qu'ils ont été capables de les assumer. Mais si je ne peux pas les assumer et que ça me fait tomber dans la pathologie et la souffrance, ce n'est pas le parcours qui va correspondre, il y aura de la confusion plus qu'autre chose. Merci de votre écoute et participation, et on peut continuer.